Bonjour à toutes et tous. Est-ce qu'on est bon? Il faut faire le réglage avec la vidéo parce que notre conférence sera diffusée par la suite, évidemment. Et en tout cas, je voudrais vous remercier d'être présentes et présents parce que quelque part, il y a une sélection qui s'opère entre, on va dire, les personnes qui sont allées voir Lucie Castet, ce qui est très intéressant, et ceux qui préparent déjà les étapes d'après. Et je suis sûr qu'il y en a beaucoup qui sont là parce qu'elles savent que la lutte va être longue et que la période va être de haute intensité politique avec différentes échéances pour accéder au pouvoir. Je voudrais remercier pour commencer tous les militants et toutes les militantes qui se dévouent pour les amphis, pour organiser, pour la technique, pour le service d'ordre, pour le nettoyage, parce que sans elles et eux, il n'y aurait pas cette réunion annuelle. Et je pense qu'on peut les applaudir. Remercier aussi Julie et Raphaël qui sont ici présents et qui vont assurer la traduction. Et je vais accueillir notre invitée exceptionnelle, puisqu'elle nous vient de Barcelone. Et moi, je suis plutôt FC Barcelone que Real Madrid, donc ça tombe bien. Je vais vous faire sa présentation, mais je vous propose de l'accueillir. C'est Ada Colau. Merci beaucoup à toi Ada, d'être là avec nous et de nous faire l'honneur de ta présence. Et je pense qu'on va beaucoup apprendre de ton parcours. Je vais faire une petite présentation, même si je suppose que nombreuses et nombreux d'entre vous connaissent déjà Ada Colau. Et après, on entamera un échange, elle et moi, et on ouvrira évidemment les questions à la salle. Alors, on ne pourra certainement pas prendre toutes les questions. Vous savez qu'on est contraint par le temps. Mais le but, c'est d'avoir un maximum d'échanges. Ada, tu es née en 1974 à Barcelone, où tu as passé ton enfance et ta jeunesse. Très tôt, en parallèle de tes études de philosophie, tu t'engages dans le mouvement social, en particulier dans les mouvements anti-guerre et altermondialistes. On y reviendra. Puis, dès 2006, tu t'investis sur la question du droit au logement, avant d'être une des fondatrices de l'APA, la plateforme des affectés de l'hypothèque, en 2009, qui va être un mouvement puissant de lutte contre les expulsions des petits propriétaires, puisqu'en Espagne, il y a 87% de petits propriétaires. Du moins, à l'époque, c'était ce chiffre-là, qui avait notamment contracté des prêts revolving, des crédits revolving, qui, suite à la crise des subprimes, sont mis dans la difficulté, nombre d'entre eux, face aux banques et à des groupes financiers comme BlackRock. En 2014, tu quittes ton mandat de porte-parole de l'APA et tu crées avec d'autres la plateforme Guanyem Barcelona, qui vise et réussit à présenter la coalition électorale Barcelona en Comú avec toutes les forces de rupture à gauche pour gouverner la ville de Barcelone. Comme tu aimes beaucoup la victoire et gagner, en 2015, après une campagne enthousiasmante, tu deviens maire de Barcelone. Un mandat que tu vas occuper durant 8 années jusqu'en 2023. Tu es aujourd'hui conseillère municipale de Barcelone et on te souhaite de reprendre la ville en 2027, puisque nous, on va prendre le pays normalement en 2027. Donc, on aura 2 événements heureux à célébrer ensemble. Ada, je te dis au nom de toutes et tous ici que c'est un immense bonheur pour nous de te recevoir avec beaucoup d'admiration, d'humilité face au chemin parcouru et beaucoup de questions aussi pour essayer d'emprunter le chemin que tu as tracé. D'autant plus que dans moins de 2 ans, il y a en France les élections municipales et que notre mouvement y aura forcément des ambitions. Ada, j'aimerais commencer cet entretien en évoquant la première fois que j'ai entendu parler de toi. Pour ma part, c'était en 2012 quand j'étais militant au droit au logement. Et on avait une réunion avec une militante qui a été une de mes formatrices politiques, qui s'appelait Annie Pour et qui s'occupait des relations internationales, des mouvements internationaux sur le droit au logement. Et elle commence à nous dire non, mais là où ça se passe en ce moment, c'est en Espagne avec. Alors elle nous a cité des noms. Il y avait Ada Colau. Alors moi, je ne connaissais pas. Donc après, je me suis documenté. Et puis il y avait de plus en plus d'articles sur toi.
Et comme j'étais à Toulouse, Toulouse c'est à 330 km de Barcelone et c'est à 670 km de Paris. Donc on a un petit prisme espagnol, on a été la capitale de l'exil espagnol. Je me suis beaucoup documenté. Je suis même allé voir comment fonctionnait l'APA en Espagne, à Barcelone et Saragosse. Et jamais je me serais imaginé à l'époque, moi qui étais militant pour le DAL, le droit au logement, et toi militante à l'APA, qu'un jour des militants comme nous auraient une place dans la politique institutionnelle, que toi tu deviendrais maire de Barcelone et moi député de la nation, comme on dit. Donc je suis assez ému de pouvoir te rencontrer dans ce cadre 12 années après. Et c'est aussi une des réussites, je pense, des années écoulées dans la lutte, c'est d'avoir fait émerger aussi politiquement des personnes qui étaient militantes du mouvement social, et on pourra en citer bien d'autres. Donc ma première question, ça aurait été de savoir, Ada, en France, on connaît beaucoup le mouvement des indignés. Il y a eu beaucoup de presse autour de ça, mais le mouvement de l'APA est moins connu. Est-ce que tu peux nous expliquer comment tu en es arrivé à t'engager sur cette question-là et à créer l'APA? Merci beaucoup. Et je suis désolée parce que je comprends plus ou moins le français, mais je ne parle pas bien. Donc, c'est mieux que je parle espagnol. Et Raphaël et Julie me van a ayudar, ¿verdad? Merci beaucoup de cette invitation. C'est un grand merci parce que c'est un honneur. Je suis très heureuse d'être ici. Y sobre la PA, me preguntas. Fundamos la plataforma de afectados por la hipoteca en un momento muy difícil. Alors, la PA, la plateforme des victimes des hypothèques, a été créée dans un moment très difficile. Los éxitos políticos es cuando pasan los años y a todo el mundo le parece que fue fácil. Alors, on reconnaît un succès politique quand, des années après, on a l'impression que tout a été facile. Pero no fue fácil. Mais ça n'a pas été facile. Porque teníamos una situación de cientos de miles de familias estafadas por los bancos, que habían perdido el trabajo, habían perdido la casa, habían perdido la autoestima y habían perdido incluso la familia. Des centaines de milliers de familles avaient perdu leur maison, leur travail, leur auto-estime et aussi leur famille. Y nadie hablaba de este tema. Et personne n'en parlait. No hablaban los medios de comunicación, no hablaban los partidos políticos, no hablaban las administraciones públicas, no existía. Alors personne n'en parlait, ni les partis politiques, ni les médias, ni les administrations publiques. Pero algunas personas que llevábamos muchos años trabajando y luchando por el derecho a la vivienda, como era mi caso, mais beaucoup de personnes qui ont lutté pour le droit au logement depuis des années, comme Ada Colau, en los barrios, luchando contra la especulación inmobiliaria, sabíamos la realidad porque la vivíamos. dans les quartiers, en luttant contre la spéculation immobilière, eh bien, tous ces militants connaissaient cette réalité parce qu'ils la vivaient. Y empezamos a organizarnos de la nada, sin dinero, sin ningún recurso público, sin nada. Et ils ont commencé à s'organiser depuis rien, depuis zéro, sans ressources publiques, sans argent public. De hecho, ahora, cuando en la organización política, ¿no? Decimos que necesitamos más recursos porque necesitamos ser más gente y hacer más cosas, yo siempre me acuerdo de dónde vengo y le digo a la gente que ahora hace política institucional que yo, cuando he estado haciendo política en los momentos más importantes de mi vida, no teníamos dinero ni para hacer fotocopias. Por lo tanto, ahora hay que poder hacer mucho más. Est-ce que dans les organisations politiques, souvent on manque de ressources, on a besoin de ressources pour faire des choses, pour former des militants, etc. Eh bien, quand elle entend ça, Ada Colau se souvient du moment où elle a commencé en militant et elle n'avait même pas des ressources nécessaires pour faire des photocopies. Et c'était les moments les plus incroyables, plus excitants de sa vie politique. Por eso, cuando llegamos al Ayuntamiento de Barcelona, en la puerta del despacho de la alcaldía, lo primero que hice fue poner un cartel hecho con la impresora del ordenador, muy sencillo,
que ponía no olvidamos nunca quiénes somos, de dónde venimos y por qué estamos aquí. Alors, quand Ada Colau est arrivée à la mairie de Barcelone, la première chose qu'elle a fait, c'est coller une petite affiche sur la porte de son bureau pour dire « N'oublions pas qui nous sommes, n'oublions pas d'où nous venons et n'oublions pas ce que nous faisons ici ». Y empezamos en una situación muy difícil donde tuvimos muy claro que el problema que enfrentábamos era muy grande porque estábamos enfrentando el capitalismo global, estábamos enfrentando a los bancos, a los fondos de inversión, al gran poder financiero y económico. Entonces el problema era estructural, era muy grande. Ils se sont rendus compte qu'ils étaient dans une situation extrêmement difficile parce qu'ils affrontaient en fait le pouvoir du capitalisme global. Ils affrontaient un pouvoir énorme. Pero empezamos organizando a la gente y sobre todo empezando a trabajar la idea de que no era un problema individual, era un problema colectivo. Una de las ideas políticas más básicas que no hay que olvidar nunca. Ils ont commencé à organiser les citoyens avec une idée fondamentale. Le problème est collectif, social, il n'est pas individuel. Et c'est une réalité qu'il faut toujours rappeler, fondamentale en politique. Entonces, con esta idea de que era colectivo, empezamos a organizar a la gente para hacer asesoramiento colectivo, asesoramiento legal. Empezamos a hacer acción directa, pacífica, para frenar los desalojos. Alors, ayant en tête que c'est un problème collectif, ils ont commencé à organiser les gens. Comment? Alors déjà en faisant du conseil légal, du conseil juridique, mais aussi en organisant les gens contre les expulsions de logements. Y una de las cosas que identificamos y que fue importante luego también para la experiencia política institucional es la idea de que hay que combatir problemas estructurales globales, pero hay que conseguir cambios en la vida de la gente. Alors, ils ont découvert quelque chose dans leur expérience, c'est qu'il fallait tout d'abord combattre des tendances structurelles du système, mais aussi obtenir des changements concrets dans la vie réelle des gens. Y así es como nos inventamos nuestro pequeño concepto, que era las pequeñas grandes victorias. Et c'est comme ça qu'ils ont inventé leur petit concept, les petites grandes victoires. Que era un poco la versión del Yes We Can de Obama, ¿no? Que en Barcelona se convirtió en el Sí se puede, y que consistía en cada caso de cada persona, ¿no? Era importante y lo luchábamos hasta el final, con desobediencia civil, con negociación con el banco, con asesoramiento jurídico, pero cada caso lo peleábamos para salvar a aquella familia. Alors c'était un peu une traduction du Yes We Can de Obama, c'était le Si se puede espagnol, et l'idée c'était de montrer que chaque cas individuel était important et qu'ils allaient lutter jusqu'au bout pour résoudre la situation, que ce soit par du conseil juridique, de la lutte, de la négociation avec les banques, etc. Una de las cosas más bonitas que yo viví en la plataforma de afectados por la hipoteca era la transformación de las propias personas. Alors, une des choses les plus belles et importantes qu'elle a vécues dans la plateforme d'aide aux victimes des hypothèques, c'était la transformation des propres personnes. Personas que llegaban que no podían hablar, personas que estaban llorando todo el tiempo, casos de alcoholismo, de intentos de suicidio. Alors, elle accueille des personnes qui n'osaient plus, qui ne pouvaient plus parler, qui étaient désespérées, qui pleuraient tout le temps, avec parfois même des cas d'alcoolisme et de tentatives de suicide. Estas personas, cuando se veían en un espacio colectivo y veían que no era su problema, que era un problema compartido y que otras personas que no conocían estaban dispuestas a luchar con ellas para resolver su caso, se transformaban en superhéroes. Et ces personnes, quand elles se sont rendues compte que ce n'était pas seulement un problème individuel, que c'était un problème collectif partagé par d'autres personnes donc qu'elles rencontraient dans ce cadre, eh bien, elles se sont transformées en super-héros. Y además, otra cosa también muy importante, creo, para el momento actual, son aprendizajes, ¿no? Para mí, la plataforma de afectados por la hipoteca es mi escuela política donde más he aprendido en mi vida. Pour Ada Colau, cette plateforme, ça a été une vraie école politique, ça a été l'espace dans lequel elle a le plus appris. Y muchas cosas que aprendimos en la plataforma afectados por la hipoteca, luego las pudimos implementar en el Ayuntamiento de Barcelona. Et beaucoup de choses qui ont été apprises dans la plateforme, elles ont pu être
mise en place ensuite à la mairie de Barcelone. Y otra cosa que aprendimos es que cuando creamos un espacio físico de comunidad, de cuidados, donde nos ayudábamos los unos a los otros, por ejemplo, pasó que venían personas con ideas muy racistas porque habían escuchado el discurso en los medios de comunicación de que la culpa era de los migrantes, que los migrantes querían vivir por encima de sus posibilidades, que se compraban casas cuando no tenían dinero, etcétera, etcétera, ¿no? La culpabilización de los migrantes en los medios de comunicación. Quand on crée en fait ce genre d'espace d'empowerment collectif, alors on accueille des personnes qui sont victimes aussi parfois d'idées racistes parce qu'ils écoutent les médias, ils peuvent entendre que les migrants vivent au-dessus de leurs possibilités, de l'aide sociale, qu'ils achètent des maisons, etc. Entonces, estas personas que llegaban con estas ideas tan racistas, porque las habían escuchado, se sentaban en una asamblea de 100, 200 personas, donde muchas eran migrantes, y veían cómo esas personas migrantes iban a la puerta de su casa a defenderla. Et ces gens-là, en fait, qui pouvaient avoir des idées racistes, quand ils s'asseyaient dans les assemblées, eh ben, ils étaient en compagnie de personnes issues de l'immigration, de personnes migrantes, et ils se rendaient compte comment ces personnes migrantes venaient à la porte de leur appartement pour les défendre. Y ese racismo desaparecía, sin tener que hacer ningún discurso moralista de ningún tipo, con la experiencia. Et ce racisme a disparu sans avoir besoin de faire aucun discours moralisateur. C'est par l'expérience que ce discours raciste a disparu. Esos fueron algunos de los aprendizajes más interesantes que hice en la plataforma y que luego me han sido muy útiles en la vida. Et ça a été peut-être l'apprentissage, un des apprentissages les plus importants dans la plateforme. Merci beaucoup. Merci Ada pour cette première réponse. Et c'est vrai que finalement, la lutte ou l'exemple de lutte qui réussit, c'est où des gens sont impliqués, c'est le meilleur exemple, c'est la meilleure preuve de notre discours politique. Les actes comptent souvent plus que les paroles et c'est bien de le rappeler. Alors, du coup, tu as quand même un peu décortiqué la question que je voulais te poser sur le fonctionnement de l'APA. Et comme le temps nous est compté, je vais passer à la question suivante. Toi, tu es porte-parole de l'APA, tu fais les luttes, tu empêches les expulsions, vous atteignez une aura médiatique quand même importante parce que le phénomène est important partout en Espagne. Tout le monde a quelqu'un dans sa famille qui est concerné ou qui connaît quelqu'un qui est concerné. Et comment tu as l'idée de te dire on va créer une plateforme municipale pour gagner la ville de Barcelone? Qu'est-ce que c'est qui a été le levier de ça? No fue mi idea. Ça n'a pas été mon idée. Fue una idea colectiva. C'était une idée collective. Fueron varios elementos que coincidieron en el mismo momento. Hubo, por una parte, el movimiento de los indignados, el 15M, ¿no? Salió mucha gente a las plazas para denunciar la corrupción y el mal funcionamiento de la democracia. Il y a eu plusieurs éléments, par exemple le mouvement des indignés où des milliers de personnes sont sorties sur les places publiques pour dénoncer la situation. Entonces había una exigencia ciudadana de que queríamos más y mejor democracia. Il y avait une exigence citoyenne, les gens voulaient plus et une meilleure démocratie. En ese contexto fue que surgió Podemos para las europeas, ¿no? Se presentó Podemos como un proyecto estatal, pero que se presentó a las elecciones europeas. Et à ce moment-là, il y a Podemos qui est arrivé et qui s'est présenté aux élections européennes et qui a lancé un mouvement national finalement. Los compañeros de Podemos hablaron con nosotros, con Barcelona, de si queríamos participar del proyecto en clave estatal y tuvimos el debate. Les camarades de Podemos sont venus nous voir pour savoir si on voulait prendre part à ce mouvement de Podemos et on a eu un débat à ce sujet. En ese momento nosotros no quisimos entrar en ese proyecto. À ce moment-là, nous, on n'a pas du tout voulu rentrer dans ce projet. Yo nunca me había planteado estar ni en un partido político, ni en un cargo institucional, y mucho menos ser alcaldesa de Barcelona. Moi, je m'étais jamais imaginé me présenter au moindre poste politique et encore moins comme à la mairie de Barcelone. Pero el debate social estaba y hubo también un punto de inflexión que fue la derecha, el Partido Popular, que nos desafió públicamente y nos dijo, pues estos que protestáis en la calle todo el día, si queréis cambiar las cosas, presentaros a las elecciones.
Et à ce moment-là, il y a eu un élément déclencheur qui a été la droite avec le Parti populaire qui nous a dit vous, si vous allez tout le temps dans la rue gueuler et râler, vous avez qu'à vous présenter aux élections. Y al final nos presentamos a las elecciones y ganamos. C'est pour ça qu'on s'est présenté aux élections et qu'on a gagné. Pero es verdad que en Barcelona en concreto éramos un tejido social preexistente, real, no fue una hipótesis mediática, eso creo que es diferente con otras experiencias. Éramos un tejido de movimientos sociales, de gente de la universidad, de gente del arte y de la cultura, o sea, éramos un tejido que llevábamos haciendo activismo muchos años y se hizo un debate a fondo. Et à Barcelone, peut-être à la différence d'autres villes, il y avait un tissu social préexistant avec beaucoup de mouvements sociaux, d'universitaires, du mouvement de l'art et de la culture. Et tout ça, ça a participé à cette lutte. Hicimos el debate de si nos planteábamos la política institucional a nivel estatal o a nivel local. On a eu le débat de savoir si on allait faire de la politique au niveau local ou national. Y tuvimos claro en nuestro caso que en un momento de crisis de la idea de democracia era mejor empezar por lo local, o sea, porque es en el lugar de la proximidad donde hablas con la gente físicamente y donde puedes generar espacios de comunidad donde fortalecer la democracia. Et en fait, ça nous a paru évident que dans un moment de crise sociale, il fallait le faire au niveau local, puisque c'est là où sont les gens, c'est là où il y a la proximité. Y con esta hipótesis decidimos presentarnos a las elecciones municipales con muchos aprendizajes de los movimientos sociales como la PA. Por ejemplo, las pequeñas grandes victorias, ¿no? Esa misma filosofía que nos había servido para que la PA pudiera plantear grandes temas, pero consiguiendo cosas concretas para la vida de la gente, fue la misma idea que inspiró la creación de Barcelona en Comú. Et en partant de cette théorie, on s'est lancé et tout ce qu'on avait appris dans l'APA, ça nous a permis de pouvoir répercuter aussi dans la mairie ces choses-là, comme par exemple le concept des petites grandes victoires, de les mettre au service de la mairie pour faire des choses très concrètes. Y yo puse como condición que yo me presente, porque me pidieron a mí que me presentara, y yo puse como condición que no hiciéramos un partido clásico, sino que hiciéramos un poco como el Frente Popular, humildemente, a nivel de Barcelona, que era juntar a mucha gente diferente, algunos de partidos políticos, otros no de partidos políticos, pero con objetivos concretos, con programa, ¿no? Que aquí lo he escuchado mucho también. O sea, que el centro de todo fuera un programa para hacer una Barcelona más justa, más democrática. Et moi, les gens m'ont demandé de me présenter à la mairie et j'ai mis une condition. Ça a été celle de ne pas faire un parti politique classique, mais de rassembler des gens différents, des gens qui viennent de partis politiques, d'autres non, et surtout d'avoir des objectifs concrets. Merci Ada. Alors, avant d'entrer dans ce que tu as pu vivre comme maire, j'aimerais revenir sur la période de campagne et de conquête de Barcelone. Et peut-être que tu as quelques éléments essentiels du mode d'emploi pour prendre une ville qui peuvent intéresser des camarades ici présents. Qu'est-ce que tu conseillerais? Parce que tu m'as dit d'ailleurs que vous aviez fait une campagne enthousiasmante en allant sur les lieux publics et qui ne restait pas dans l'entre-soi militant. Mais est-ce qu'il y a d'autres choses sur lesquelles tu prêterais attention, toi? Muchas cosas, es difícil elegir. Beaucoup de choses, c'est assez difficile de choisir. Una de las cosas más bonitas fue poder llegar a la alcaldía. Al principio fue muy duro, muy duro llegar a la alcaldía. Alors, une des choses les plus belles, ça a été d'arriver à la mairie, même si au début, ça a été très difficile. Porque yo no había estado nunca en el Ayuntamiento de Barcelona y entonces, sin pasar por la oposición, gobernar una institución con 15.000 trabajadores y más de 3.000 millones de euros de presupuesto no es fácil. Alors, auparavant, elle n'avait jamais été élue à la mairie de Barcelone, ni même dans l'opposition. Et donc, diriger une organisation, une administration avec 15 000 travailleurs et... Más de 3.000 millones de euros. Sí. Donc plus de 3 milliards d'euros de budget, eh ben c'est quelque chose qui n'est pas simple.
Entonces, pero teníamos muy claro por qué estábamos allí. Entonces, por ejemplo, por el droit au logement, que el derecho a la vivienda no es competencia municipal, es una competencia estatal y regional, pero afecta, impacta en la ciudad, ¿no? Ils savaient très bien pourquoi ils étaient là, notamment pour le droit au logement. Alors, même si le droit au logement, c'est quelque chose qui relève d'une compétence de l'État, ça a bien évidemment des impacts sur la vie municipale. Entonces aprendimos de la PA y hicimos muchas cosas que nos decían que no se podían hacer. Eso es uno de los orgullos que tenemos, que hemos hecho muchas cosas que cuando yo era activista y hablaba con el ayuntamiento me decían imposible, imposible. Y lo hemos hecho una vez y otra y otra. Et ils ont appris beaucoup de la PA et ils ont pu faire en fait des choses qui étaient censées être complètement impossibles. On n'a pas arrêté de leur dire « Ah, mais vous ne pouvez pas faire ça, c'est impossible ». Et eux, ils ont réussi à le faire. Et c'est le plus grand motif de fierté. Por ejemplo, crear un servicio de mediación que ha parado miles de desalojos de familias, ¿no? Ils ont par exemple créé un service de médiation qui a arrêté des milliers d'expulsions de familles. O, por ejemplo, hacer más de 1000 casas en régimen cooperativo, cooperativas, que nosotros lo propusimos como activistas y nos dijeron que era imposible porque económicamente no era viable, y hoy las cooperativas son una realidad en todos los barrios de Barcelona. Ils ont fait plus de 1000 logements sous régime coopératif. On leur avait dit que ce n'était pas viable économiquement, que c'était impossible. Mais maintenant, ces logements fonctionnent et sont une réalité dans l'espace barcelonais. Y es una política que ya no se puede desmontar, ¿no? Porque una de las políticas que tienen más éxito, ¿no? Tú puedes poner más dinero en servicios sociales, puedes dar más ayudas, pero para mí las políticas que tienen más éxito son políticas como las que refuerzan un colectivo que luego seguirá en la ciudad cuando tú te vayas, ¿no? Alors, bien évidemment, tu peux donner plus d'argent aux services publics, à l'aide sociale, mais les politiques qui sont les plus importantes, c'est celles qui renforcent le pouvoir d'un collectif, de la société qui restera quand toi, tu ne seras plus dirigeant de la ville. Entonces, que también es importante haber sido activista para no olvidar nunca esto, ¿no? Que los políticos pasan, la gente se queda. Entonces. Et c'est hyper important d'avoir été activiste pour comprendre cette réalité fondamentale. Les politiques passent et partent et les gens restent. Entonces hay que darle poder a la gente. No se trata de que tú hagas cosas, sino de que la gente pueda hacer aquello que quiere hacer, ¿no? Et il faut donc redonner le pouvoir au peuple. Il ne s'agit pas seulement du fait que toi, en tant que dirigeant d'une ville, tu dois faire des choses, mais tu dois permettre aux gens de pouvoir faire des choses. En ese sentido, pues hicimos muchas políticas como las cooperativas de vivienda, la economía social ha crecido mucho en Barcelona, hemos creado infraestructuras para que la gente que hace cooperativas y economía social, alimentación ecológica, pueda tener infraestructuras donde hacer ese trabajo. Et ils ont fait vraiment plein de choses, donc le développement des coopératives, le développement de l'économie sociale, en donnant notamment des espaces, des infrastructures et des moyens pour que les gens mobilisés dans l'économie sociale puissent poursuivre ces activités. Que son cosas que no se pueden desmontar, que permanecen, ¿no? Et ce sont des choses qui ne peuvent pas être démantelées, ce sont des choses qui perdurent. O, por ejemplo, una gestión cívica de los vecinos de las infraestructuras municipales, es decir, de los centros sociales, los centros cívicos que hay en los barrios, que sean gestionados directamente por las asociaciones del territorio y no por el ayuntamiento. Et une gestion aussi civique des voisins, du quartier, des infrastructures publiques, notamment des centres sociaux qui sont gérés directement par le quartier, le voisinage, et non de là-haut par la mairie et ses dirigeants. Al principio nos decían que era imposible porque la normativa europea lo impedía y al final fue posible hacerlo. Et au début, ils nous ont dit « Ah bah c'est impossible puisque les règles européennes l'interdisent ». Et en fin de compte, ça a été possible de le faire. Y otro ejemplo que pondría es, podríamos hablar de muchos temas, pero quizás luego en el debate los temas concretos que os interesen, pues los podemos hablar.
Pero otro ejemplo que pondría es el del urbanismo, ¿no? El urbanismo que es el más visible, porque es el que transforma el espacio público comunitario, ¿no? On pourrait parler de plein d'autres thèmes, et sûrement que dans les questions, on pourra aborder ça, mais un des thèmes centraux, c'est celui de l'urbanisme. L'urbanisme, c'est ce qu'il y a de plus visible dans une ville. Entonces, nosotros vinimos con un modelo de ciudad para cambiar el modelo de ciudad. Nous sommes arrivés avec un modèle de ville pour changer la ville. Y eso hacía muchas décadas que no pasaba, desde el 92, cuando se hicieron las Olimpiadas. Et un tel projet, ça n'avait pas été pensé depuis des décennies. La dernière fois, c'était en 1992, quand les Jeux Olympiques ont été organisés à Barcelone. Después, simplemente hubo la inercia neoliberal, ¿no? Dejar que los privados y las inversiones decidieran el futuro de la ciudad. Et après, malheureusement, il y a eu l'inertie néolibérale qui consistait à laisser les multinationales et le secteur privé gérer le développement de la ville. Entonces nosotros llegamos para cambiar eso. Una cosa que cambiamos es que había un problema de contaminación, de salud pública muy grave. Ils sont arrivés pour changer ça. Une des premières choses qu'ils ont changé, c'est un grave problème de pollution qui causait un grave problème de santé publique. De polución, pero también de injusticia social. De pollution, mais aussi d'injustice sociale. Porque resulta que solo el 25% de la población de Barcelona usa el coche. Seulement 25% de la population de Barcelone utilise la voiture. Pero ocupa el 60% del espacio público. Mais ils occupent 60% de l'espace public. Aparte del problema de la polución. Entonces, nosotros dijimos esto hay que cambiarlo y empezamos a pacificar Barcelona con el modelo Superilla Barcelona. Alors, ils ont dit que ces choses ne devaient plus continuer, devaient changer. Donc, ils ont commencé à réorganiser, à piétoniser Barcelone avec el modelo de Superilla. Superilla. Superblocks en inglés. Le Sí. Superblocks. Y eso significa no solo quitar coches, más transporte público, más carriles bici. Alors, ça se traduit par enlever des voitures, mais aussi par faire plus de pistes cyclables et plus de transports publics, plus de bus. Pero también poner más verde. Mais aussi mettre plus d'espace vert. Y eso da más calidad de vida, porque da también más sombra, rebaja la temperatura en las olas de calor, y por tanto es una medida climática también. Les espaces verts accroissent la qualité de vie, puisqu'ils donnent aussi de l'ombre dans des espaces de chaleur, ce qui donc donne plus de qualité de vie, de sécurité, etc. Y además hemos aprovechado la pacificación para crear espacios de comunidad, es decir, espacios para que la gente esté en la calle como si estuviera en su casa. Et ils ont profité aussi de cette réorganisation pour créer des espaces de communauté, pour faire en sorte que les gens se sentent dans la rue comme s'ils étaient un peu chez eux. Entonces, más y mejores espacios infantiles, para jugar ajedrez, muchas mesas para jugar ajedrez, ping-pong, mesas para que la gente pueda bajar la comida de casa, la gente que tiene una casa pequeña, ¿no? Pueda bajar y al aire libre comer con sus vecinos en la calle. Plus de parcs pour les enfants, de tables pour jouer aux échecs, de tables pour jouer au ping-pong, mais aussi des espaces où les gens peuvent manger dehors en apportant leur nourriture et dîner, déjeuner avec les voisins, un peu pique-nique. Esto a las élites de Barcelona les pareció insoportable. Et pour les élites de Barcelone, ça a été perçu comme quelque chose d'insupportable. Ver a la gente comiendo en el centro de Barcelona era insoportable. Pour ces élites, voir des gens manger dans le centre de Barcelone, c'était quelque chose de vraiment insupportable, horrible. Además, era la primera vez que el ayuntamiento no les pedía permiso para hacer una intervención urbanística. Et c'était la première fois que la mairie ne leur demandait pas une autorisation pour faire ce genre d'intervention dans l'espace public. Entonces tuvimos un poco de conflicto y un poco de lawfare por esta intervención. Et pour cette raison, ils ont eu du conflit qui s'est traduit par du lawfare avec l'establishment barcelonais. Pero creo que de eso hablaremos después. Mais on parlera de ça après. Merci beaucoup Ada pour ces éléments.
Alors, tu as parlé de beaucoup de choses sur lesquelles je voulais t'interroger, les superia, les vecinos. Jean-Luc Mélenchon, il a écrit un livre qui s'appelle « Faites mieux ». Et dans ce livre, qui a été traduit en japonais, mais pas encore en espagnol, parce qu'il y a une anomalie, il y a un chapitre consacré à la ville. Et notamment, il développe la théorie des réseaux et que les lieux de sociabilité, là où en fait les gens fonctionnent en réseau, sont des lieux d'intensité politique. Vous, comment vous avez fait? Tu en as parlé un peu. Comment vous avez créé ces réseaux-là? Ou alors desquels vous êtes partis pour influer sur la ville? Ça, c'est ma première question. Et la deuxième, en tant que maire, tu fais des choses qui sont liées à ton programme. Tu as une volonté politique et toi, tu en as une. Mais quand tu es confronté à des lobbies comme Airbnb, par exemple, comment tu t'y prends, sachant que tu n'as pas forcément tous les tenants et les aboutissants pour les combattre? Beaucoup de choses. A ver, una cosa que noté como alcaldesa cuando llegué a la mairie fue que toda la inercia institucional hacía que yo tuviera mi agenda llena sin decidir nada. Une chose qui m'a marquée quand je suis arrivée à la mairie, c'est que avec toute l'inertie institutionnelle, quand je suis arrivée, mon agenda était plein, alors qu'en fait, j'avais encore rien fait. Y entonces era un problema, porque nosotros habíamos venido para hacer la política de la gente con la gente, en la calle, en los barrios, ¿no? Et c'était un problème puisque nous, on était venus pour faire de la politique pour les gens et avec les gens dans les rues et dans les quartiers. Entonces a mí me decían, no, es que esto es muy importante, aquí siempre ha ido el alcalde, aquí no puedes faltar, todo eran actos importantes donde yo tenía que estar como alcaldesa, ¿no? Et on me disait, non mais c'est pas possible, tous les autres maires avant allaient tout le temps à tel événement, tu dois y aller, on peut pas faire autrement. Entonces, aquí pensé, bueno, pues entonces hay que inventar una institucionalidad nueva, ¿no? Y para que tenga el mismo nivel de exigencia, ¿no? Y una de las cosas que hicimos, que creo que fue un acierto, fue los encuentros oficiales de la alcaldesa con los vecinos en los barrios. Alors je me suis dit, on n'a qu'à créer une nouvelle façon de faire, de constitutionnelle. Et un des exemples, ça a été un point de rendez-vous régulier avec les habitants. Entonces, de manera formal, yo cada 15 días iba a un barrio de Barcelona, cada 15 días, y me reunía con los vecinos sin prensa, no era un meeting, era una reunión abierta durante 3-4 horas para hablar de lo que quisieran, sin orden del día, sin temas prohibidos, absolutamente libre. Et de façon très formelle, tous les 15 jours, j'allais dans un quartier rencontrer les voisins. Il n'y avait pas de médias, pas de presse, il n'y avait pas de sujet interdit. Et ce n'était pas un meeting, c'était vraiment un endroit où c'était une réunion, on pouvait parler de tout. Y fue una de las cosas con más éxito. O sea, se llenaba la sala siempre, habían cientos de vecinos y servía para romper el ruido mediático y hablar directamente de lo que le preocupaba a la gente. Et c'était quelque chose qui avait vraiment un succès fou. C'était tout le temps plein et c'est quelque chose qui nous a servi pour court-circuiter le bruit ambiant médiatique et néfaste et parler directement avec les gens. Entonces, con este trabajo, ¿no?, de hablar directamente con la gente, es que hicimos políticas como los presupuestos participativos, o, por ejemplo, en el modelo de ciudad, otra cosa también creo que muy importante fue darle centralidad a las escuelas. Et c'est ce qui nous a permis de mettre en place, par exemple, les budgets participatifs, donc avec les citoyens et les citoyennes, ou la centralité pour l'école. Con el modelo urbano, a mí esto me llamó mucho la atención, que en Barcelona, como en muchas otras grandes ciudades, tú puedes ver a 200 metros donde hay un parking para coches, porque hay una P muy grande, con azul y blanco, ¿no? Quelque chose qui m'a marqué dans le modèle urbanistique de Barcelone, c'est que n'importe où dans Barcelone, à 100-150 mètres à la ronde, on peut voir où sont les parkings pour les voitures, parce qu'il y a un énorme panneau signalétique avec un gros P dessus. Pero no ves dónde hay las escuelas. No, las escuelas no se veían. On voit pas là où sont les écoles, on les voit pas du tout. En cambio, las escuelas son de las cosas más importantes de una ciudad, ¿no?
Alors que c'est quelque chose, c'est une des choses les plus importantes d'une ville, les écoles. Porque ahí están nuestros niños y niñas que tienen que estar en buenas condiciones, pero además porque son el futuro de la ciudad. Son esos niños y niñas que con los valores que aprendan van a construir la ciudad del futuro. Alors que c'est là où il y a nos enfants et qui sont aussi notre futur et que les valeurs qu'ils vont apprendre dans cet endroit-là seront le futur de notre société. Así que nosotros decidimos dar importancia a las escuelas y en el modelo urbanístico decidimos proteger a las escuelas del tráfico de los coches, ¿no? Y entonces poner protecciones con verde, con bancos, con espacios comunitarios y crear plazas delante de las escuelas. Et c'est pour ça qu'on a voulu sécuriser les écoles. On les a entourées de places avec des banques, des services, des commerces. De verde para sentarse. Espaces verts pour s'asseoir, pour pouvoir Entonces, se rencontrer. generar un espacio comunitario delante de las escuelas, ¿no? Y con las escuelas hemos trabajado muchos de los principales proyectos de transformación de la ciudad. Et avec cet exemple des écoles, c'est vraiment un des leviers les plus importants pour la politique de la ville. O sea, cuando hemos querido hacer proyectos de alimentación saludable, cuando hemos querido hacer proyectos de temas ambientales, refugios climáticos, muchos temas que queríamos trabajar en la ciudad, los hemos trabajado con las escuelas. Et tous les thèmes qui nous tenaient à cœur, comme l'alimentation durable, le climat ou la thématique des réfugiés, on a pu le faire à travers l'école. Y ha sido maravilloso porque los niños tienen mucho sentido común y son valientes, mucho más que los adultos. Et ça a été fabuleux parce que les enfants ont vraiment un courage fort, beaucoup plus que les adultes. Entonces, esos son algunos ejemplos, ¿no? Otra de las grandes cuestiones que encontramos en la ciudad neoliberal cuando nosotros llegamos fue el descontrol de la masificación turística. Ça a été très important. Et une autre chose qui nous a marqué, ça a été le dérèglement complet de la massification touristique. Entonces, nosotros, que nos llamaban antisistema, les dijimos, no, nosotros venimos a poner orden. Et à nous, on nous appelait les antisystèmes. Et nous, on disait, bah non, en fait, nous, on est venus remettre de l'ordre ici. Porque había un descontrol absoluto, miles de apartamentos turísticos ilegales. Il y avait un manque de contrôle absolu. Il y avait plus de 1000 appartements loués, mais illégalement. Y una gentrificación que estaba desplazando la vivienda, pero también el comercio tradicional de los barrios. Et une gentrification énorme qui déplaçait l'habitat des gens, mais aussi el comercio tradicional. Et le commerce traditionnel de la ville. Entonces nosotros hicimos un plan para ordenar y dijimos no se pueden hacer más hoteles en el centro de la ciudad. On a fait un plan et on a dit bah là on peut plus construire d'hôtels dans le centre de la ville. Hay que cerrar los apartamentos turísticos. Il faut fermer tous les appartements touristiques. Hay que limitar los grupos de turistas que caminan por el centro. Il faut limiter les groupes de touristes qui se déplacent dans le centre. Hay que proteger el comercio tradicional y prohibir que hayan tantas tiendas de souvenirs. Il faut protéger le commerce traditionnel et empêcher qu'il y ait tant de petites boutiques de souvenirs. Y seguro que podéis adivinar lo que nos dijeron cuando dijimos que íbamos a hacer esto. Et sans doute vous pouvez deviner ce qu'on nous a dit quand on a dit qu'on allait faire ça. Venezuela, Cuba, comunistas. Pero hoy todo el mundo está de acuerdo. Mais aujourd'hui, finalement, tout le monde est d'accord. Incluso los hoteleros nos ponen de ejemplo para otras ciudades. Y en Bruselas están estudiando la ordenación, la regulación turística de Barcelona para implementarla porque es un problema de todas las grandes ciudades. Et même les hôteliers sont aujourd'hui d'accord avec nous. Et à Bruxelles, ils sont en train d'étudier comment on a mis ça en place à Barcelone pour réguler aussi à Bruxelles. Y una cosa interesante de cómo conseguir poder cuando no tienes poder, que son los movimientos sociales, sabemos mucho. Et une chose importante pour avoir du pouvoir sont les mouvements sociaux. No, aprendimos de los movimientos sociales cómo conseguir poder cuando no tienes poder. On a appris des mouvements sociaux, comment gagner du pouvoir quand on n'a pas de pouvoir, quand on part sans pouvoir. Entonces hicimos una especie de sindicalismo de ciudades. On a fait une sorte de syndicat de la ville. Entonces nos juntamos con otras ciudades para presionar a Airbnb. Donc on s'est regroupé avec d'autres villes pour mettre la pression sur Airbnb. Y lo conseguimos. Et on y Lo est conseguimos.
Porque Airbnb es una plataforma digital que no paga impuestos, no sigue las reglas de ningún país, porque ellos están en Internet, entonces ellos consideraban que tenían impunidad. Surtout qu'une plateforme comme Airbnb, elle ne paye pas d'impôts, elle ne suit les règles d'aucun pays puisqu'elle est sur Internet et du coup, elle est en dehors des lois. Pero nosotros hicimos una campaña que les afectó a la imagen, en primer lugar. Mais la campagne que nous, on a faite, en premier lieu, ça a cassé leur image. Y además creamos en el Ayuntamiento de Barcelona una disciplina que no existía y les pusimos multas de $500,000 euros. Et nous, à Barcelone, on a fait quelque chose qui n'existait pas avant et on leur a mis des amendes de plusieurs milliers d'euros. Y eso les hizo cambiar de opinión. Et ça les a fait changer d'avis. Merci Ada. Le temps passe vite, mais alors je ne vais pas du coup poser toutes les questions et puis on va ouvrir après à la salle. Mais juste, tu en as parlé du fait que tu avais été confronté à des lobbies comme Airbnb, à la réaction, on va dire, de la classe dominante. Mais toi aussi, et en Espagne, c'est une pratique courante, tu as subi du harcèlement médiatique et même ce qu'on appelle du lawfare, c'est-à-dire une instrumentalisation de la justice à des fins politiques. Est-ce que tu peux nous en parler? Parce que nous, c'est quelque chose qu'on connaît, le harcèlement médiatique, un tout petit peu à la France insoumise, avec parcimonie, voilà. Est-ce que tu peux nous parler de cette expérience-là et de comment toi, tu y as fait front? Pues sí, después de 8 años de ser alcaldesa, tengo 20 querellas y denuncias que me han puesto. Alors, après 8 ans comme maire de Barcelone, Ada a 8 plaintes qui ont été faites contre elle. 20. Ah oui, excuse-moi, j'ai dit 20. 20. J'ai dit 8 pour les années 20. Oui. Pero hoy todas archivadas. Et elles ont toutes été classées sans suite. Sí. Pero, claro, el objetivo lo consiguieron, porque durante 8 años consiguieron lo que no le había pasado nunca a ningún alcalde hombre de Barcelona, ¿no? Yo era la primera mujer alcaldesa, activista, de familia pobre, trabajadora, eso no había pasado nunca, ¿no? Mais ces plaintes ont quand même eu des effets, et ça a été fait contre une personne qui est quelqu'un de sans précédent à la mairie de Barcelone. C'est quelqu'un qui vient d'une famille ouvrière, activiste, et c'était quelque chose de nouveau. La première femme, c'est important, bisexuel. Y entonces conmigo hicieron lo que no habían hecho con otros alcaldes, ¿no? Et donc, ce qui explique que contre elle, ils ont fait ce qu'ils n'avaient pas fait contre les autres maires. Cada semana, aparte de las querellas, cada semana campañas de fake news con todo tipo de barbaridades, ¿no? De mentiras sobre mi vida, mi familia, sobre cosas que eran falsas, totalmente falsas, cada semana. Et donc, chaque semaine, des campagnes de fake news, de mensonges, d'attaques contre sa vie personnelle et sa famille. También insultos machistas, clasistas, de todo tipo. Insultes machistes, haine de classe, le typique. Pero también querellas que, aunque luego terminan archivadas, durante mucho tiempo, como que los jueces las alargan, generan noticias de Ada Colau imputada, Ada Colau tiene que declarar, Ada Colau, ¿no? Sale en la prensa con problemas judiciales, ¿no? Même si ces plaintes sont classées sans suite, elles ont des effets puisque les juges font durer le processus et après, la presse sort des informations à ce sujet, au sujet des plaintes dont est victime Ada Colau. Entonces, claro, cuando luego miramos el final provisional de la historia y vemos que en las últimas elecciones el actual alcalde del Partido Socialista es alcalde solo porque sacó 300 votos más que nosotros, 300 votos, o sea, de 131.000 votos que sacamos cada uno, ellos sacaron solo 300 votos más, ¿no? Solo por 300 votos, en una ciudad grande como Barcelona, el actual alcalde socialista es alcalde. Quand on regarde de façon rétrospective, qu'on se rend compte
que le nouveau maire de Barcelone, qui est un maire socialiste, n'a gagné qu'avec seulement 300 voix d'écart. Ils ont sorti environ les deux 300 000 voix chacun. Entonces, solo 300 votos cuando nosotros tuvimos toda la campaña de fake news, de lawfare, que el Partido Socialista aprovechó y amplificó. Il n'y a eu que 300 votes d'écart, alors que nous avons subi une campagne de harcèlement, de lawfare, qui a profité au Parti socialiste. Entonces, digo, es un final de la historia provisional, porque el 2027 volverán a haber elecciones. Mais c'est une fin de l'histoire provisoire, puisqu'en 2027, il y aura de nouvelles élections. Pero sí es importante saber que nosotros tocamos privilegios que nadie había tocado. O sea, hicimos que las grandes eléctricas pagaran impuestos que no pagaban, por ejemplo. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à la mairie, on a fait en sorte de s'attaquer à des privilèges que personne n'avait osé attaquer. Par exemple, on a fait en sorte que les grandes compagnies électriques payent des impôts qu'ils ne payaient pas auparavant. O plantear el debate sobre municipalizar el agua. Ils ont mis en place le débat sur l'idée de municipaliser la gestion de l'eau. El agua en Barcelona está privatizada de manera mafiosa, me atrevo a decirlo con esta palabra, de manera mafiosa. L'eau à Barcelone est privatisée de façon mafieuse. Il faut oser ce mot. Y esta compañía privada, la multinacional del agua, nos ha hecho el lawfare más agresivo que hemos sufrido, más que el del poder inmobiliario. O sea, la más agresiva de todas ha sido el negocio del agua. Le lawfare le plus agressif que nous avons subi, c'est celui de la compagnie multinationale de l'eau. Leur lawfare a été encore plus agressif que celui des sociétés immobilières. Pero también las sociedades inmobiliarias nos han puesto muchas querellas porque evidentemente hemos tocado sus privilegios y hemos hecho regulaciones para limitar sus beneficios y hacer más vivienda social. Mais aussi, les sociétés immobilières nous ont fait la vie dure parce qu'on a mis en place des mesures qui ont limité leurs bénéfices et on a créé plus de logements sociaux. Como algunos ejemplos. Merci beaucoup, Ada. Alors, je crois qu'il nous reste 30 minutes, me semble-t-il. C'est bien ça ? C'est ça ? Donc, ce que je propose, c'est qu'on fasse une première tournée de questions à laquelle Ada va répondre. Je vous demande d'essayer d'être synthétique dans les questions ou les réflexions que vous avez afin qu'il y ait le maximum de personnes qui puissent en poser et qu'elle ait le temps d'en répondre. Et évidemment, on va faire très attention à la parité. Une femme, un homme. Voilà, donc levez la main et il y a quelqu'un qui va faire tourner le micro. C'est Victoria. Un, deux, ça marche. Merci beaucoup et félicitations, vous êtes une inspiration. Moi, je suis de Suisse et de partout dans le monde. Ma question, ce serait sur le processus de construction de pouvoir que vous avez eu à Barcelone avant la première fois. Qu'est-ce que ça a été ? Parce que j'avais entendu qu'il y avait de la construction du programme en commun, également d'aller voir les gens, leur demander du soutien. Et du coup, c'est quoi les éléments, selon vous, les plus importants de cette construction de pouvoir et d'accumulation ? Et aussi, est-ce qu'il a changé les fois d'après que vous avez eu les élections ? Est-ce qu'il y a des choses que vous avez fait plus fait, moins fait ? Et voilà, les leçons de tout ça. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y aurait une femme pour prendre la parole ? Est-ce qu'elle peut lever sa main ? Je ne la vois pas. Non ? Pardon. Alors, moi, j'aimerais connaître le modèle économique de la coopérative ADA, parce que tous ces projets coûtent de l'argent, je suppose, et le modèle coopératif, sur quel modèle économique vous vous êtes fixé ?
Merci Ada pour tu exposition très intéressante. Et je voudrais savoir, après ton expérience avec le lawfare que tu as offert, comme c'est une problématique qu'il y a beaucoup dans mon continent, en Amérique latine aussi, et aussi en Espagne, du fait que Jean-Luc Mélenchon a écrit un livre qui s'appelle Ainsi de suite, sur la question du lawfare. Est-ce que tu as une réflexion sur ça, sur comment combattre la problématique? Je vais prendre une dernière question d'une femme, si c'est possible, avant qu'elle réponde. Ah, merci. Merci. Bonjour, moi je suis psychologue et je sais que vous avez vous avez donné l'accès aux soins psychiques à des psychologues gratuitement et aussi à d'autres aspects de la santé comme des ophtalmos. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit mot si on a le temps? Merci. La construcción, empiezo por el principio, ¿no? Sí. La construcción del proyecto político se centró mucho en el programa. Alors, le projet politique s'est largement centré sur le programme. Muchos debates en los barrios, con diferentes sectores de la ciudad, porque el objetivo era juntarnos mucha gente diferente por un proyecto de ciudad. Y la centralidad no debían ser las siglas de partido, sino el proyecto de ciudad. Alors, il y a eu beaucoup de débats avec des gens différents, issus de différents quartiers, et l'idée, c'était de les réunir non autour des sigles d'un parti politique, mais autour d'un projet pour la ville. Y ese fue, creo, en gran parte un éxito de Barcelona respecto a otras experiencias municipalistas que tuvieron menos tiempo y que en España y que no pudieron hacer ese proceso. Y se notó mucho la diferencia, porque nosotros realmente no éramos una coalición de partidos, éramos un proyecto de ciudad. Y eso nos cohesionó y nos dio fuerzas para aguantar todos los ataques que vinieron después. Et ça a fait le succès et la résilience du projet municipaliste barcelonais par rapport à d'autres initiatives municipalistes dans d'autres villes d'Espagne, parce que ce qui réunissait les gens à Barcelone autour de Ada Colau, c'était un projet de ville concret et non une réunion de sigles de partis politiques. Sobre si haría algo diferente, siempre, claro que sí. Quien diga que no haría algo diferente es que no aprende nada en la vida y eso está mal. Et rétrospectivement, est-ce que je ferais des choses différentes? Bien sûr que oui, et effectivement, il faut toujours apprendre de ses erreurs et le contraire serait pas très bien. Había cosas que era muy difícil saberlas, entonces era inevitable, ¿no? Lo hicimos lo mejor que pudimos, ¿no? Il y a eu des choses très difficiles au début qu'on ne pouvait pas savoir, donc nous avons tenté de faire de notre mieux. Algunas cuestiones todavía no sé si fueron un error, algunas son una pregunta que me hago, ¿no? Alors, elle a quelques questions sur certains sujets. Elle ne sait pas si c'était des erreurs, mais elle se questionne sur ça. Por ejemplo, quisimos hacer muchas cosas en muy poco tiempo. Alors, par exemple, on a voulu faire beaucoup de choses en très peu de temps. En todos los barrios, transformación urbana, escuelas, cultura, proyectos sociales, plan de barrios, todo lo quisimos hacer. Partout, dans tous les quartiers, transformation urbaine, plan de quartier, projets sociaux, partout. On voulait faire plein de choses partout. Partout. Entonces, eso, pues por ejemplo, generó al final del segundo mandato que toda la ciudad estaba en obras. Et le problème, c'est qu'à la fin du second mandat, ça a causé le fait que toute la ville était en travaux. Es verdad que hemos hecho una transformación que ya no la van a poder deshacer. Alors, mais après, on a fait une transformation, ils ne pourront plus la remettre en cause. Pero cuando una piensa en los 300 votos de diferencia, piensas, si hubiera gente menos enfadada por las obras, ¿habríamos ganado?
Quand on pense par exemple aux 300 votes d'écart, on se dit que s'il y avait eu un peu moins de gens énervés à cause des travaux, on aurait peut-être gagné. Peut-être. Es una pregunta, ¿no? C'est une question. O sea, esa es una pregunta. Luego, otra cosa que he aprendido es que hay buenas ideas que implementadas en un mal momento son un error. Chose aussi que j'ai apprise importante, c'est que des bonnes idées, mais qui sont mises en place au mauvais moment, sont des erreurs. Por ejemplo, a nosotros nos pasó cuando salíamos de la pandemia, del COVID, que gestionamos muy bien a nivel de Barcelona, o sea, fuimos muy eficaces gestionando la cuestión sanitaria, ¿no? Par exemple, quand on est sorti de la pandémie du Covid, on a très bien géré cette pandémie, on a été très efficace sur Barcelone. Pero teníamos un programa que había que cumplir y teníamos una cuestión de los residuos, que es un tema central en las grandes ciudades, y teníamos para implementar el sistema puerta a puerta, que es mucho más ecológico y permite reciclar mucho más. Oui, on avait un sujet qui était très important dans notre ville, qui était le sujet du recyclage, et on avait un système en fait de porte à porte pour mettre en place plus facilement ce système de recyclage. Pero hacer el sistema puerta a puerta justo cuando la gente sale de la pandemia, que está harta de que le digan cuándo puede salir, cuándo no puede salir, si tiene que ir con mascarilla, si tiene que ir sin mascarilla. Llevábamos 3 años de infierno de gestión de la COVID, ¿no? Con muchas normas. Mais faire ça dans un moment après le Covid où les gens en avaient marre de toutes les règles, de savoir quand on pouvait sortir ou pas, s'il fallait mettre un masque ou pas, après des mois de gestion infernale au niveau national du Covid. Entonces fue un error querer hacer el puerta a puerta, que lo teníamos en el programa, pero después de la COVID había que adaptarlo y no era el mejor momento para hacerlo. Et c'était une erreur de faire le porte-à-porte sur le recyclage après le Covid, même si on l'avait dans le programme. Donc il aurait fallu en fait s'adapter au moment. Ese sería un ejemplo de cosas aprendidas. C'est un exemple de choses qu'on a apprises. Luego, otra cuestión. Lo de las cooperativas en vivienda, tenemos un gran referente en América Latina. En América Latina hay grandísimas experiencias de cooperativismo con la vivienda. Por ejemplo, FUCBAM en Uruguay. Y en general aprovecho para decir que en Europa hay demasiada arrogancia y tenemos mucho por aprender de América Latina y de muchos otros lugares del mundo. À propos des habitats coopératifs, on s'est beaucoup inspiré de FUCBAM, par exemple, en Uruguay. Et moi, je dis toujours qu'on a beaucoup de choses à apprendre, en particulier de l'Amérique latine. Eso en vivienda, pero luego, en general, economía social y cooperativa, en Barcelona y en Cataluña había una tradición muy fuerte en la República que la dictadura reprimió y en realidad se trataba de ayudar a recuperar un tejido que existía. À propos du logement, il y avait avant quelque chose au niveau des coopératives, mais le républicanisme a réprimé ça. No, la republicanisme, no. Franco, la dictadura. Franco a réprimé ça. Donc en fait, il s'agit plutôt d'aller récupérer du préexistant et de le refaire surgir. Más o menos. Sobre combatir el lawfare. Gran tema que tenemos que trabajar internacionalmente, yo creo, porque es imposible responderlo solo localmente. Nosotros hemos aprendido a gestionarlo con el paso del tiempo. Al principio cometimos el error de decir, bueno, el lawfare, un objetivo que busca es distraerte, ¿no? Es cambiarte tus prioridades, descentrarte, ¿no? Que se hable del lawfare y no se hable de las políticas que tú quieres hacer. Entonces, al principio, nosotros minimizamos la respuesta al lawfare. Sur la question du lawfare, moi je pense qu'il faut essayer d'apporter une réponse internationale et que localement on n'y arrivera pas. Au début, on a un peu laissé ça de côté parce qu'on se disait que c'était quelque chose qui était fait pour nous distraire, pour nous éloigner de nos objectifs. Et on a minimisé ce problème. Pero luego vimos que no, porque conseguían generar ruido y a la gente
le convencían, ¿no? O sea, yo tengo muchas anécdotas que ahora parecen divertidas, ¿no? Mais finalement, en fait, ils ont réussi à atteindre leurs objectifs parce que toutes ces campagnes de l'OFER, ça venait faire des mauvaises rumeurs à nos propos. Et aujourd'hui encore, on m'en parle, même si aujourd'hui on pourrait en rire, mais ça a quand même atteint l'objectif. A mí, cada semana me preguntaban si me había cambiado de casa, ¿no? Cada semana. Chaque semaine, on me demandait si j'avais déménagé ou pas. Habían historias sobre que me había comprado palacios en diferentes barrios de Barcelona. Il y avait des histoires qui disaient que j'avais acheté des palais dans plein de quartiers de Barcelone. Yo he vivido siempre en el mismo piso de alquiler donde vivía antes de ser alcaldesa. Alors que moi, j'ai toujours vécu pendant tous les mandats dans le même logement que j'avais en location dans un immeuble. Y cuando me ha pasado yo salir de mi casa de siempre y encontrarme una vecina que me pregunta: ah, ¿cómo tú por aquí? Porque tú ya no vives aquí, ¿no? Et ça m'est déjà arrivé de sortir de chez moi, de croiser une voisine et qu'elle me dise: ah, ben qu'est-ce que tu fais là? Mais toi, t'habites plus ici. Esto parece una anécdota divertida, pero nos da la idea de la fuerza que tienen las fake news y el lawfare, que es que lo que se dice en los medios de comunicación y es como sensacionalista, se queda en el cerebro con más fuerza que la evidencia de verme físicamente salir de mi casa. Ça peut paraître une anecdote aujourd'hui, mais en fait, ça montre la puissance de ces campagnes de lawfare dans les médias, parce que c'est des idées qui restent gravées dans les cerveaux, et c'est très difficile d'enlever ça et de rétablir la vérité derrière, alors qu'en fait, on m'avait vu sortir de chez moi plein de fois, mais non, c'était la fake news qui perdurait dans les cerveaux. Incluso decían que no funcionaba Internet en mi barrio porque lo habían inhibido porque yo era alcaldesa. O sea, llegaban a decir cosas increíbles. Et il se disait même que dans mon quartier, le Wi-Fi ne marchait plus. Il n'y avait pas Internet qui marchait parce que c'est moi qui avais demandé à ce que ce soit enlevé. Absurdo. Bueno, pues con todo esto, nosotros luego hemos empezado a hacer un trabajo legal de exigir rectificación a cada fake news, de responder al lawfare. O sea, sí que pasamos a responder a todo, ¿no? De forma organizada. Et ce qu'on a fait ensuite, c'est qu'on s'est organisé et on a répondu méthodiquement à chaque fake news en exigeant des rectifications, des démentis. Pero más allá de esta respuesta que es reactiva, insisto en que yo creo que tiene que haber un trabajo internacional entre nosotros, todas las fuerzas progresistas, ¿no? del mundo, porque al final detrás de este lawfare y de las fake news están las mismas élites de siempre, las élites financieras, las élites inmobiliarias, las élites de las tecnologías, las élites mediáticas, ¿no? Et au-delà de cette réponse qu'on a eue un peu réactive, je redis qu'il faut vraiment un travail de fond et international avec vous, avec toutes les forces progressistes, parce qu'en fait, on se rend compte que partout, derrière, ce sont les mêmes élites, les élites financières, les élites immobilières, les élites technologiques. Entonces, creo que es importante que aprender, en este caso, aunque pueda parecer una provocación, pero aprender de la extrema derecha, que está muy organizada a nivel internacional. Et je crois que là-dessus, on doit apprendre, ça peut paraître une provocation, mais on doit apprendre de l'extrême droite qui, elle, a vraiment beaucoup, qui est très efficace sur ça. Entonces creo que ya existen lazos de solidaridad, pero más allá de la solidaridad debemos organizarnos para hacer campañas internacionales denunciando nosotros activamente a estas élites y obligándolas a ellas a defenderse. Et même s'il y a déjà une solidarité internationale qui est en place, je crois qu'il faut vraiment qu'on s'organise pour avoir vraiment des campagnes communes internationales efficaces et organisées. Denunciando nosotros a las élites y no solo defendiéndonos, sino que seamos nosotros quienes les denunciemos a ellos. Et juste ne pas seulement se défendre, mais nous attaquer les élites et aller leur demander des comptes directement, sans être dans la réaction. Y finalmente, la pregunta de la salud mental. Es verdad, nosotros no solo reforzamos los servicios públicos que habían sido debilitados en la ciudad,
si quieres. Pardon. Et à propos de la santé mentale, c'est vrai que nous, on n'a pas seulement, on l'a fait, mais on n'a pas fait seulement ça sur renforcer les services publics qui existaient dans la ville. Sino que hemos creado nuevos servicios públicos porque hemos detectado necesidades que no estaban cubiertas. Et on a créé des nouveaux services parce qu'on avait, on a vu qu'il y avait des choses qui n'étaient pas couvertes et il fallait créer des nouveaux services. Esto un partido tradicional no lo haría nunca, porque no existía la demanda. Nadie le pedía al ayuntamiento que creáramos un psicólogo municipal. Et ça, avant, dans les partis traditionnels, c'était jamais arrivé parce qu'il y avait personne qui pouvait leur demander d'aller créer un nouveau poste de psychologue. Pero nosotros sabíamos que era una necesidad. Creamos un psicólogo municipal, creamos un dentista municipal que ha sido muy importante, o sea, miles de personas que llevaban años sin poder sonreír, que tenían problemas de autoestima, que tenían problemas para buscar trabajo por la boca que tenían, que es una parte del cuerpo igual de importante que la cabeza o los pies, pero no entra en la sanidad pública, pues nos hemos inventado un dentista municipal que ha atendido a miles de personas. Et au-delà du psychologue municipal, on a aussi ouvert un poste de dentiste municipal où il y a plusieurs milliers de personnes qui sont allées. Et c'est des gens qui ne pouvaient plus sourire depuis des années, souvent qui avaient perdu leur auto-estime, qui n'arrivaient pas à trouver de travail parce que c'est quelque chose d'important de se sentir bien pour pouvoir aller chercher du travail. Y entonces se ha demostrado la importancia de que efectivamente la política tiene que estar al servicio de las necesidades de la gente, ¿no? Y si hay necesidades no cubiertas, como es la salud mental o es el dentista, aunque no sea competencia municipal, hemos buscado recursos para hacerlo posible. Et le service public doit répondre aux demandes des gens, même si ce n'est pas la compétence de la municipalité, on doit trouver des réponses concrètes aux problèmes des gens. Merci beaucoup, Ada. On va peut-être reprendre 2, 3, 4 questions maximum, mais on va demander d'être synthétique. Là-bas, il y a quelqu'un qui... Ada, muchas gracias por ese momento, mi admiración total, hermana. A mí me gustaría tal vez hacer una pregunta con respecto a la migración. ¿Cómo se están gestionando la migración dentro de lo que es Barcelona? ¿Qué se hizo para la población migrante? Gracias. Alors, je vais juste traduire cette question. C'est une question relative aux migrations. Qu'est-ce qui a été fait à Barcelone pour les personnes migrantes pendant que Ada était maire? Bonjour et merci Ada pour cette présentation. Moi, je suis architecte urbaniste de formation et Barcelone a toujours été un cas d'école vraiment très intéressante et le chapitre que vous avez ouvert avec la transformation de la ville et la réappropriation est vraiment passionnante. La question, elle est aujourd'hui, on a beaucoup de spéculation foncière en France. Nous, on vient de Nantes, par exemple, une ville qui a été, est depuis 30 ans en main des socialistes et qui laisse complètement les investisseurs gérer tout ce qui est logement, tout ce qui est... Comment vous avez mis... La question, elle est comment vous avez mis finalement autour de la table ce monde-là de l'investissement et comment vous avez posé les règles de ce nouveau mandat pour justement ouvrir le logement à plus de personnes et aux habitants. Merci. Bonjour, moi j'ai une question sur le lien avec les partis. Il ne me semble pas qu'on en ait beaucoup parlé. Quels sont les liens, enfin, qu'est-ce qui fait un moment quand on est municipaliste et qu'on vient du mouvement social, qu'on se dit on va se présenter alors qu'il y a déjà des partis qui sont là et qu'il y a cette petite musique de ça va nous diviser comment ça s'est passé pour vous? Je vais en prendre une dernière. Merci. Merci Ada pour tout ce que tu as. Ah, pardon. C'est bon. Ah, vas-y. C'est bon. Ok. J'avais une question très simple d'ordre d'organisation. Vous êtes à Barcelone en Comú un mouvement, parce que c'est pas un parti, mais un mouvement municipaliste super organisé. Et je voulais savoir, selon vous, qu'est-ce que vous avez fait d'innovant dans l'organisation interne qui a permis tout simplement de gagner des voix pour gagner? Qu'est-ce qui fait que vous avez été plus efficace que les autres mouvements politiques en termes d'organisation?
Alors, on va laisser bien sûr Ada répondre. Juste, il nous reste moins de 10 minutes. Donc, après, on devra laisser les lieux. Merci. Migración, un tema fundamental. Es más de un cuarto de la población de Barcelona es de origen migrante extracomunitario. Alors, la migration, c'est un thème absolument fondamental, puisque plus du quart de la population de Barcelone est d'origine étrangère, migrante, extracommunautaire. Y vivimos la vergüenza de vivir en un país que tiene racismo institucional, con una ley de extranjería que es racismo institucional. Con la ley de extranjería, que es Alors, racismo institucional. nous vivons dans la honte de vivre dans un pays où il y a un racisme institutionnel, avec des lois qui relèvent d'un racisme institutionnel. Entonces, miles de personas que hace años que viven y trabajan en Barcelona no tienen papeles y no tienen acceso a derechos básicos. Il y a des milliers de gens qui travaillent depuis des années à Barcelone et qui n'ont pas de papier et donc qui n'ont pas accès à des droits élémentaires. Y genera mucha impotencia y frustración porque la regulación de la extranjería no depende de la municipalidad. Ça génère un énorme sentiment d'impuissance et de frustration, d'autant plus que la gestion des étrangers ne relève pas de la ville de Barcelone. Una de las situaciones que más dolor y más impotencia nos generó durante los 8 años de gobierno fue la falsa polémica que las élites y determinados sectores policiales generaron con la venta ambulante de las personas migrantes. Et il y a une chose qui nous a provoqué beaucoup de douleur et de frustration, c'est la campagne ignoble qu'a mis en place les pouvoirs médiatiques et les pouvoirs et les élites contre les personnes migrantes qui font de la vente ambulante. Porque es verdad que la policía tiene que aplicar la ley y la ley es racista. Pero nosotros no queríamos que la policía de Barcelona aplicara esa ley. Pero tú no le puedes decir al policía que desobedezca la ley. Entonces era realmente una situación muy complicada. Alors, il est vrai que la police devait appliquer la loi contre les personnes migrantes qui faisaient de la vente ambulante, mais nous, on a considéré, cette loi est raciste et donc on a demandé à la police de ne pas... On ne pouvait pas demander. No le podemos pedir. On ne pouvait pas, on ne pouvait pas demander à la police de ne pas appliquer cette loi raciste. Pero sí que pedíamos que primero cambiara la ley. Como ayuntamiento hemos hecho muchas iniciativas pidiendo el cambio de la ley y que se regularizaran las personas, en primer lugar. En premier lieu, on a fait beaucoup de demandes depuis la mairie pour que cette loi soit changée et pour que ces personnes soient régularisées. Y con los instrumentos que teníamos de municipalidad hemos intentado inventar maneras para dar derechos y protección a las personas migrantes. Et avec les instruments que nous avons depuis la mairie, nous avons créé des manières et des outils pour donner plus de droits à ces personnes migrantes. Por ejemplo, el padrón, el registro municipal, ¿no? Donde se registran los ciudadanos, nosotros lo dimos libre para cualquier persona, aunque no tuviera domicilio, aunque no tuviera una dirección, dábamos la dirección del ayuntamiento para que todo el mundo se pudiera registrar y pudiera acceder a la sanidad, a la educación y a los servicios básicos. On a ouvert le registre municipal à tout le monde, même aux gens qui n'avaient pas de domicile fixe, ce qui permettait à des gens de s'enregistrer, notamment à l'adresse de la mairie, et donc avoir accès à des droits, des services publics, des services sociaux de base tels que la santé. Pero entonces nos criticaban porque otros municipios no lo hacían y entonces incluso pagaban el billete de autobús a las personas migrantes para que fueran de otro municipio a Barcelona a acceder a los servicios. Entonces la derecha en Barcelona nos decía que nosotros estábamos haciendo un efecto llamada. Oui, et donc la droite et les médias nous ont critiqués en disant en fait que des gens de d'autres villes allaient à Barcelone pour s'enregistrer sur une adresse et donc avoir accès aux services sociaux. Et donc la droite disait que Barcelone faisait la promotion d'un appel d'air de personnes migrantes. Nosotros igualmente mantuvimos la política
Y hemos hecho otras cosas, por ejemplo, favorecer políticas de organización cooperativa a través de las cooperativas para que personas sin papeles pudieran acceder a los papeles. On a maintenu cette politique et on est même allé plus loin puisqu'on a mis en place des politiques de coopératives pour que des personnes sans papier puissent plus facilement accéder au papier. Son algunos ejemplos de que no puedes cambiar la ley, pero haces todo lo posible. Ce sont des exemples qui montrent qu'on ne peut, même si on ne peut pas changer la loi, on peut essayer de faire notre maximum pour corriger cette injustice. Luego, con el alquiler, con el logement, c'est un poco la même chose. La ley es estatal, ¿no? Avec les loyers, c'est un peu le même problème, c'est une loi nationale. Pero afecta a Barcelona. Entonces, nosotros inventamos maneras de regulaciones urbanísticas para obligar a los privados a que si hacían un edificio nuevo, el 30% tenía que ser vivienda social. Alors, c'est une loi, effectivement, c'est une loi nationale, mais nous, on a mis en place un règlement pour obliger les sociétés immobilières qui construisaient des logements neufs à faire au moins 30% de logements sociaux pour chaque nouvel immeuble construit. Otra norma que hicimos urbanística se llama, es muy técnico, tanteo y retracto. Tanteo y retracto. Es que cualquier vivienda que se venda en Barcelona, primero se la tienen que ofrecer al ayuntamiento, para si la quiere comprar. Por si la quiere comprar, ¿no? Si, en fait, ils ont aussi un règlement urbanistique, c'est-à-dire la mise en place d'un droit de préemption. Entonces, con eso hemos comprado mucha vivienda a un precio oficial que era más bajo del real. Et grâce à ce droit de préemption, ils ont pu acheter de nombreux logements à un prix qui était plus bas que celui du marché. Porque había dinero en negro. En el mercado inmobiliario hay mucho dinero en negro. Entonces, con esta normativa nos odian mucho los especuladores porque hemos eliminado el dinero negro de muchas operaciones especulativas, ¿no? Et avec cette norme, on a pu éliminer l'argent sale en fait de beaucoup de transactions immobilières puisque le marché de l'immobilier en fait est parasité par l'argent sale. Y además este sistema de compra a un precio razonable nos permitió comprar vivienda en lugares muy saturados del centro donde no hay nada de vivienda social y hacer vivienda social en el centro histórico. Et ce système nous a permis d'acheter des logements dans des endroits où il n'y avait presque pas de logements sociaux et donc de construire des logements sociaux partout dans la ville, même dans les quartiers où il n'y en avait pas. Y al mismo tiempo hemos hecho lobby al Estado, aunque gobernaran los nuestros, les hemos hecho lobby, porque en mi trabajo es defender la ciudad. Entonces, aunque gobiernen los nuestros, hemos estado haciendo mucha presión para que exista la primera ley del derecho a la vivienda que regule los alquileres, que ha costado muchos años porque el Partido Socialista no quería, pero al final, a base de mucha presión, se ha conseguido una primera ley. Et donc, on a fait tout un lobby auprès de l'État pour enfin obtenir une loi qu'au début le Parti socialiste rejetait, une loi de régulation des loyers qui est enfin mise en place, notamment grâce à notre lobbying. No, y de los movimientos sociales. Et aussi, notamment, et aussi bien évidemment des mouvements sociaux. Y luego, ¿por qué me presenté si me decían que íbamos a dividir la izquierda? Es que nosotros nos presentamos porque había una crisis de la misma representación democrática. Entonces, juntamos a mucha gente que no iba a votar a ningún partido. Y no tuvimos duda de que no íbamos a dividir. Estábamos juntando a mucha gente desencantada en base a un programa y a un proyecto de ciudad. Si je me suis présentée, c'est parce qu'il y a plein de personnes qui, de toute façon, n'auraient pas voté pour aucun des partis politiques de gauche. Donc, on n'a pas divisé. Au contraire, on a rassemblé des gens qui n'auraient pas voté pour des partis. Y sobre cómo nos organizamos Barcelona en Comú, hemos intentado aprender otra vez de muchas otras experiencias de América Latina, de experiencias también de sindicalismo de base en ciudades americanas, de otros países europeos. Hemos aprendido de muchos lugares y hemos hecho organización en los barrios, con asambleas de barrios. ¿Quieres traducir?
Et comment on s'est organisé, qu'est-ce qu'on a fait à Barcelona en Comú? On a beaucoup appris des expériences étrangères, beaucoup d'Amérique latine, européenne, le syndicalisme de base, donc l'auto-organizing des États-Unis. Et on a par exemple créé des assemblées de quartier. Una organización totalmente abierta, que no necesitas carnet para participar. Avec une organisation complètement ouverte où il n'y a pas besoin de prendre une adhésion pour participer. Y donde hemos, por ejemplo, ¿no? Pues hemos hecho campañas siempre basadas en la calle, en hacer cosas con la gente, con mucha creatividad, también utilizando muchos elementos artísticos, mucha música, elementos culturales. Et on a toutes nos campagnes, c'était des campagnes de rue, des campagnes où on prenait toutes les volontés, on mettait de la culture, de l'art, ces innovations-là, de la musique. Y también pues con sistemas que hemos ido probando como el puerta a puerta, ¿no? Para ir a hablar con la gente directamente, casa por casa. Et par exemple le système du porte-à-porte où on va voir directement les gens un par un et leur parler. Las llamadas telefónicas. Les appels téléphoniques. O sea, sí, no hemos querido hacer campañas tradicionales, sino buscar siempre el máximo contacto directo con la gente, siempre. On n'a pas voulu faire de campagne traditionnelle, on a voulu mettre de la créativité et être en contact directement avec les gens tout le temps. Merci beaucoup Ada. Notre entretien touche à sa fin, mais je vais te laisser le dernier mot, évidemment. Je tiens à remercier Julie et Raphaël qui ont traduit. Voilà. Et je voudrais venir sur leur dernier mot qui boucle un peu la discussion qu'on a eue et qui, à mon avis, a semé des graines un peu partout. Et j'espère que dans 2 ans, peut-être, tu viendras nous soutenir sur les listes municipales qu'il y aura ici ou là. Mais autour de ton cou, tu as un kéfier parce qu'un de tes premiers engagements, c'était dans le mouvement pour la paix. Et je crois que tu es très investi sur la cause palestinienne et ce qui se passe en ce moment à Gaza. Est-ce que tu veux dire un dernier mot là-dessus ? Bueno, es seguramente lo más grave que pasa ahora mismo en el mundo, ¿no? El genocidio en Gaza. Alors, le génocide à Gaza est la chose la plus grave qui se passe en ce moment dans le monde. Que es una vulneración sistemática de todos los derechos humanos de la población palestina. C'est une mise en cause systématique de tous les droits de la population palestinienne. Pero es también la vulneración de los derechos humanos de la humanidad entera. Mais c'est aussi la remise en cause des droits de l'homme pour l'humanité entière. Entonces, en Gaza está en juego el futuro. Está en juego el futuro de nuestros hijos, está en juego el futuro del planeta, ¿no? À Gaza, ce qui est en jeu, c'est notre futur, le futur de nos enfants et le futur de notre planète. Yo siempre digo que ahora mismo los señores de la guerra están ganando posiciones, ¿no? Moi, je dis toujours aujourd'hui que les seigneurs de guerre sont en train de gagner des positions. Con Ucrania, con Gaza, estamos escuchando en Europa cada vez más discursos militaristas, armamentísticos, que nos quieren llevar a un estado de guerra. Que ce soit avec l'Ukraine, avec Gaza, on entend de plus en plus en Europe des discours bellicistes qui veulent augmenter les dépenses militaires et nous amener vers la guerre. Pero si nosotros le preguntamos a la población del mundo quién quiere vivir en un contexto de guerra, más del 99% de la población va a decir que quiere vivir en la paz, que no quiere vivir en la guerra. Mais si nous demandons à la population mondiale qui veut vivre dans un contexte de guerre, plus de 99% va bien sûr répondre on veut vivre en paix et non en guerre. Por lo tanto, no podemos permitir que pocos señores de la guerra, las grandes industrias armamentísticas y todo el interés económico que mueven a su alrededor, no podemos permitir que nos lleven al genocidio y al desastre al que nos están llevando. Et on ne peut pas se permettre que ce petit groupe de seigneurs de guerre, avec ses industries et ses intérêts économiques, nous amène à la catastrophe, au génocide vers lesquels ils nous poussent. Nosotros somos mayoría y tenemos más poder del que nos quieren hacer creer. Entonces es momento de reforzar estas alianzas internacionales para detener a los señores de la guerra, defender a Palestina, restituir las tierras a Palestina y acabar con el colonialismo, el apartheid y el genocidio, pero sobre todo defender la paz como única opción de futuro.
Ok.